bienvenue dans ce débat pour la Bourse au quotidien. Je suis en compagnie de Philippe Béchade Bonjour. et d'Éric Lewin. Bonjour. Pour discuter de l'actualité des marchés. Alors évidemment, cette semaine, c'est le Dow Jones à 20 000 points qui a défrisé les investisseurs. Dow Jones à 20 000 points, S&P 500 à 2300, Nasdaq à 5007. On est sur de nouveaux records historiques. Mais messieurs, la question est, sommes-nous dans une bulle des marchés actions? Philippe? Alors je vais faire la question et la réponse. Oui et non, je vais me séparer, je vais me transformer en une espèce de miroir. Alors non, il n'y a pas de bulle, bien sûr. Regardez, voyez-vous, des épargnants complètement hystériques faire la queue devant les banques pour ouvrir un compte titre ou renforcer leur PEA. Voyez-vous un seul institutionnel parler avec extase de ce rallye haussier dans lequel il a mis toute sa fortune, celle de ses enfants, celle de sa tante, de son oncle, etc. Alors là, attention, je change. Alors, bon, il y a une bulle, d'abord parce qu'on est sur des niveaux de valorisation absolument démentiels. On est à, alors selon les modes de calcul, entre 18 fois ou 25 fois les bénéfices sur le S&P 500. On est au-delà de 36 sur le Nasdaq, voire 40. Et là aussi, ça dépend du mode de calcul. Le VIX atteint un plancher historique à 10,60. Il est évident qu'on n'a jamais eu une telle visibilité économique, géopolitique. Tout va bien partout et surtout, eh bien, le marché est parfaitement bien valorisé. Et il n'y a pas de bulle. Sauf si on considère que l'on est sur des niveaux de tension supérieure à 2000 ou 2007, mais sans la foule, c'est uniquement avec un acheteur qui est la Banque centrale, voilà, qui est censé être parfaitement rationnel. Et effectivement, le marché atteint des sommets bullesques sans le moindre enthousiasme parce qu'il y a une sorte de somnambule qui achète jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, systématiquement, et qui emmène le marché au ciel. Un acheteur unique que plus personne ne suit, sauf les robots qui évidemment font de la réplication indicielle. Alors ceci dit, si Trump met en place effectivement sa politique de développement des infrastructures aux États-Unis, est-ce que les entreprises américaines, logiquement, ne vont pas en profiter, donc afficher une croissance, d'où le fait que le Dow Jones à 20 000 ne soit pas complètement survalorisé. Eric, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ma chère Nathalie, tout ça est totalement pricé. Le Dow Jones a pris déjà une dizaine de pourcents par rapport à l'élection de Donald Trump. Pour l'instant, les investisseurs regardent les résultats des entreprises américaines qui sont plutôt pas mauvais. On va faire 6,5% de croissance sur les bénéfices sur le dernier trimestre. C'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt pas mauvais. Donc on se polarise là-dessus en oubliant que pour l'instant, il n'y a aucune lisibilité sur la politique de ce cher Donald Trump. Il avait prévu baisse d'impôts sur les ménages, sur les entreprises, 1000 milliards. Et pour l'instant, c'est un protectionnisme échevelé en se disant qu'il va faire payer des droits de douane sur le Mexique, 20%. La grande problématique, c'est que les produits américains vont être beaucoup plus chers, puisque les Mexicains, c'est quand même 120 millions de Mexicains contre 332 millions d'Américains, et le Mexique est quand même un gros partenaire des États-Unis, 13% des exportations et 13% des importations. Et donc, si vous faites des droits de douane de 20%, ça va rendre les produits mexicains importés aux États-Unis beaucoup plus chers. Et donc, pour le consommateur américain qui a voté pour Donald Trump, le petit ouvrier du Nebraska, le grand ouvrier du Michigan, ça va être compliqué parce qu'il va faire une ponction de pouvoir d'achat. Donc, cet aspect des choses est très compliqué. Sans parler sur la Chine, s'il y a des droits de douane sur la Chine, ça va être le cataclysme parce que les Chinois finance le déficit budgétaire américain et qu'en ce moment, comme le disait Philippe, les taux longs remontent de 50, de 60, de 70 et qu'on risque d'avoir une forte tension sur les taux longs, une économie américaine qui patine. La grande problématique de Trump en ce moment, c'est qu'il ne parle absolument plus de baisse d'impôts sur les ménages et sur les entreprises. Les 1000 milliards d'infrastructures ont disparu complètement. Alors c'est sûr qu'il y a eu quelques décrets, Obamacare, des choses comme ça. Ça manque de lisibilité. Alors pour l'instant, j'ai l'impression que le Dow Jones peut aller voir 20 002, 20 003, 20 350 sur les résultats des entreprises. Après, quand il faudra juger notre ami Trump, j'ai bien peur qu'on soit vraiment déçu et qu'à la baisse de 10% qu'on avait eu depuis le 8 novembre, succède un recul de 10% parce qu'il n'y a aucune lisibilité. Il y a une réunion en ce moment à Philadelphie avec tous les républicains puisque Congrès,
Présidence des États-Unis, Chambre des représentants et Sénat républicaine. Il y a un congrès de 3 jours avec tous les représentants. Je serais curieux d'être une petite souris, d'aller voir ce qui s'y dit, parce que je ne suis pas sûr que du côté des présidents américains, on ne commence pas à grogner. Alors les présidents des petites entreprises américaines sont très contents du protectionnisme. Des gens comme par exemple le président de FedEx a dit cette semaine à l'administration américaine qu'elle ferait mieux plutôt de s'occuper de la Chine en ouvrant son commerce que de réduire son commerce. Bref, on peut avoir une année assez difficile sur les marchés. Alors on va être un peu d'accord, Philippe et moi, excusez-moi ma chère Nathalie, mais moi je ne suis pas très à l'aise quand avec ce Dow Jones à 20 000 points, 20 100 points, 20 200 points. Ça doit baisser un moment ou alors on ne comprend plus rien à l'économie, d'autant plus qu'on est quand même dans une période de hausse des taux longs, on en parlera après, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Donc plus les taux montent, eh bien vous avez plus intérêt à acheter du 2,60 sur 10 ans qu'acheter une boîte qui vaut 20 fois, 22 fois ses bénéfices. Oui, donc en fait, le Dow Jones à 20 100 points aurait déjà pricé tous les bons résultats, tout ce qu'il y avait éventuellement de positif dans une politique économique américaine. D'autant plus qu'il faut quand même préciser que la politique de Trump, s'il met tout en place, est ultra-inflationniste. Quand vous dépensez 1000 milliards, ça crée de l'inflation. Et donc mécaniquement, les taux longs, c'est pas à 2,60, 2,70. Les taux longs devraient être rapidement à 3,20, 3,30, 3,40. Et avec ce niveau de taux long, il n'y a aucune justification d'un Dow Jones à 20 000 points. Alors on peut dire oui, les investisseurs. En plus, moi, il y a une deuxième crise dont tu n'as pas parlé, Philippe. Moi, je suis très inquiet sur le marché du private equity. Quand je vois la valorisation d'Uber à 68 milliards de dollars, alors que la boîte est déficitaire, je me dis qu'il pourrait y avoir non pas peut-être une crise sur le côté, mais peut-être sur le non-côté. Regardons de très près ce qui va se passer sur les VC aux États-Unis dans le non-côté. Mais alors justement, quelles seraient les étincelles qui pourraient faire éclater la bulle ? Déjà, je crois à la dissipation des illusions, à la dissipation de ce discours qui tente à rationaliser la hausse qu'on a eue depuis le 8 novembre dernier en expliquant que tout ça c'est grâce à Trump. La première des illusions, c'est il s'est fait élire en disant je serai le président de l'emploi. On n'aura jamais vu un président créer autant d'emplois. Dieu n'en a jamais conçu. Un qui soit à mon égal, et des bons salaires. Alors, si Trump, effectivement, met des droits de douane sur les produits mexicains, et que les entreprises américaines sont sommées de rapatrier leur production aux États-Unis, alors qu'est-ce qu'elles vont faire pour ne pas faire exploser leurs coûts ? Elles vont probablement tout robotiser, mettre des logiciels encore plus performants. Autrement dit, on va faire perdre environ 100 000 emplois dans le secteur automobile et autres fournisseurs de pièces au Mexique. Mais on ne créera certainement pas 100 000 emplois aux États-Unis, naturellement, parce que l'ouvrier mexicain est payé environ 6 fois moins qu'un ouvrier américain, pour situer à peu près. Oui. Donc, si on crée 15 000 emplois aux États-Unis en l'équivalent de 100 000 au Mexique, je pense que les entreprises vont en plus de ça opter par l'hyper-automatisation. Donc on va certainement créer effectivement quelques très bons emplois d'ingénieurs extrêmement brillants, capables de gérer des hectares de parcs de robots construisant des voitures, mais il n'y aura pratiquement pas un ouvrier se pointant le matin pour se faire enregistrer. Donc cette promesse-là ne sera pas tenue, donc il n'y aura pas d'emplois créés. Il n'y aura donc pas de salaire. Quasiment au plein emploi. Et il n'y aura pas de salaire distribué. Et en ce qui concerne le plein emploi, tu sais ce que j'en pense, Eric. Monsieur Trump l'a dit, il y a 96 millions de personnes qui pourraient avoir un job qui n'en ont pas. Je rappelle qu'aujourd'hui, le nombre de personnes qui ne participent pas à la force de travail est à peu près l'équivalent de ce qu'on avait au pire de la crise de 1929. Mais qu'effectivement, les États-Unis continuent de produire autant avec seulement 150 millions de personnes qui travaillent qu'elles n'en produisaient en 2000 avec 210 millions de gens actifs. Voilà. Donc les 50 millions de gens qui pourraient avoir un job, je pense que ce n'est pas M. Trump qui va le leur donner, ou alors auprès d'une inflation tellement galopante que ça fera exploser le système. Oui, mais alors Philippe, justement, sur les marchés, pour nos internautes qui nous regardent, eux, ils ont besoin d'avoir des indicateurs concrets, savoir à quel moment il faut qu'ils reprennent leur bille sur les marchés actions. Donc qu'est-ce qu'ils doivent surveiller ? Qu'ils regardent d'abord les bancaires. Alors les bancaires, elles ont explosé à la hausse en disant, grâce à M. Trump, voilà, regardez, le spread entre le taux de l'argent au jour le jour, qui reste extrêmement faible aux États-Unis, mais il est à 75 points, il va monter à 100 points, peut-être à 125. Si on est à 2,70, 3%, regardez les marges que vont faire les banques.
Mais elles vont Il y a prêter. aussi la suppression possible de la loi Dodd-Frank, qui était une loi de régulation bancaire que veut Bien virer sûr, mais les banquiers, en fait. ça veut dire que l'épargnant, de nouveau, son argent sert de garantie pour la spéculation Bien sûr. à tout craint. Mais le problème, c'est que si les banques se disent elles vont faire plus de marge sur les prêts, mais elles vont prêter à qui ? S'il n'y a pas plus de gens qui ont des emplois et que les gens sont précaires et qu'il n'y a pas d'addition de salaire, elles vont continuer à faire quoi les banques ? À prêter de l'argent à qui ? Aux hedge funds ? Parce que c'est ça qu'elles font aujourd'hui. Quand elles ont des capacités de prêt, les seuls qui ont vraiment envie d'emprunter, c'est les hedge funds pour avoir du levier et investir en bourse et maximiser les gains. Donc voilà, donc investir en bourse, donc on n'est peut-être pas au sommet de la bulle encore. Il y a peut-être justement tous ces fonds, ces institutionnels vont peut-être pouvoir investir encore des liquidités. Oui, parce qu'on ne sait plus faire autrement. Et quand on se dit que si on analyse bien ce qui va se passer dans l'économie réelle, est-ce que ça vaut le coup de miser de l'argent sur l'économie réelle ? La réponse, elle est évidemment non. Cette économie réelle est pleine d'incertitudes, on l'a déjà dit. Il y a un environnement international qui va se gâter très certainement, se compliquer, et on a du géopolitique aussi où tout peut arriver au Proche-Orient, sans parler évidemment de la Russie qui pousse ses pions, et Theresa May l'a très bien rappelé. Donc voilà, surveiller les banques, parce que le jour d'un seul coup on se dira mais les banques elles vont pas prêter de plus. Elles ont prêté énormément d'argent à des gens qui ne peuvent pas rembourser, je parle les étudiants, les gens qui ont acheté des voitures sans la moindre garantie d'aucune sorte, plus des hedge funds qui spéculent comme des gorées. Résultat des courses, on risque de se retrouver avec un nombre de créances douteuses qui explosent très vite. Alors, la hausse du spread, ça paraîtra très secondaire très rapidement. Oui, mais alors Eric, vous parliez tout à l'heure de la hausse des taux. C'est vrai que là, on a le 10 ans américain qui a 2,50, 2,55. 55, ouais. Quel est le niveau de douleur, en fait ? Écoutez, pour moi, au-dessus de 3,20, 3,30, ça peut commencer à être très compliqué parce que les investisseurs vont sortir des actions pour se mettre sur l'obligataire. Maintenant, il y a un gros problème aussi, pour moi, c'est sur l'Europe. La politique de la Banque Centrale Européenne est totalement intenable. Il y a eu des déclarations du patron de la Bundesbank qui dit que l'inflation repart et que l'économie repart et qu'il faut mettre très vite fin au QE. C'est vrai que quand on regarde les derniers chiffres d'inflation, 1,1 en Europe, c'est pas énorme, mais c'est au plus haut depuis 39 mois. 1,7% en Allemagne. Il y a eu des indicateurs de perspective d'emploi. L'OAT est à combien là L'OAT, on est à 1% aujourd'hui. Ouais. On est à 0,45, 46 sur le 10 ans allemand. Et surtout, c'est 0,50 hier, brièvement. Mais on était sur un indicateur de perspective d'emploi en Europe au plus haut depuis 2012. Qui est sorti en tout début de semaine sur le PME Market. Ça veut dire que l'Europe va quand même, contrairement à ce que dit Fifi, un peu mieux quand même. Et même si elle ne va pas mieux, elle ne décélère pas. Et donc, il n'y a plus de logique de continuer ce fameux quantitative easing. Comme je disais la semaine, alors ça ne sera pas cette année, mais je pense que Draghi va commencer à s'apercevoir qu'à partir de 2018, il va devoir changer son fusil d'épaule. Et donc, avec des politiques monétaires moins accommodantes, il est évident que les marchés pourraient souffler un petit peu. Alors, à Paris, c'est peut-être un petit peu différent parce qu'on n'a quand même pas fortement progressé. On est à 4008, 4009. C'est-à-dire 12 000 sur le CAC 40 Global Return, qui est toujours en avance sur le DAX. Oui, mais bon, cet indice, on ne regarde pas, Fifi. On ne va pas commencer à regarder tous les indices. 4008, 4009. Il faut le regarder, celui-là. Moi, je ne crois pas à une forte baisse sur l'Europe. Je suis assez inquiet sur les États-Unis. Je pense que sur l'Europe, ça sera amorti un petit peu. Pourtant, si le Dow Jones, les indices américains dévissent, le CAC 40 qui est quand même faible à 4009, il n'a pas vraiment monté. En fait, quand vous faites de la finance de marché, tout dépend des amplitudes et de la volatilité. C'est-à-dire que grosso modo, si vous avez sur le 10 ans allemand, un 10 ans allemand qui passe de 50 points de base à 100 points de base en l'espace d'un an, c'est pas dramatique. Si c'est en 8 jours, c'est dramatique. Et c'est la même chose sur les indices. C'est-à-dire qu'un Dow Jones qui baisse de 20 000 à 17 200 points en un an, très franchement, il y a toujours des affaires à faire. Maintenant, un Dow Jones où on se réveille un matin avec les commentaires de Philippe qui se réveille à 4 h du matin et qui vous dit le Dow Jones a perdu 6,5%, ça c'est dramatique. Donc tout est une histoire d'amplitude, tout est une histoire de volatilité. Alors quand on fait de la finance de marché, on sait aussi comment ça fonctionne, comment fonctionnent les flux. On sait que depuis maintenant, une quinzaine d'années, l'automatisation est telle et les arbitrages en temps réel sont tellement bien faits que l'argent et les flux remontent toujours vers le cœur. Et le cœur, c'est Manhattan, c'est Wall Street. C'est-à-dire que si on commence à avoir une chute à Wall Street, pour la minimiser, pour l'amortir, ils vont, les gérants et ceux qui gèrent pas l'épargne des futurs retraités, mais également les family office, ils vont faire remonter très vite l'argent des émergents d'Europe vers les États-Unis, vers le cœur. Ça commencera par les émergents, par l'Europe, et hop. Et c'est-à-dire que on prétend toujours que l'Europe est moins chère, les valorisations sont moins délirantes, sauf que lorsqu'on a un mouvement de correction qui se dessine à Wall Street, immédiatement, pour tenter de colmater les brèches,
eh bien, les gérants récupèrent leurs billets, d'abord dans les émergents, ensuite en Europe. Donc, on va être vendu de toute façon. Là où j'ai un certain espoir, c'est que si vraiment on se prend une vraie, bonne, grosse correction, et que là, la stratégie consistant effectivement à rapatrier ne sert plus à rien à Wall Street, là, quand la marée sera basse, on verra ceux qui se baignaient en caleçon et ceux qui se baignaient à poil. Et je crois qu'aujourd'hui, les à poil sont les Américains. Très bien. Valeur, un peu de valeur? Oui, un peu de valeur, parce que pour conclure, j'aimerais avoir votre avis sur le fait que on a un président américain bullish, donc faut-il acheter du risque ou se protéger? Vous avez un petit peu répondu déjà. Vous êtes plutôt sur commencer à être très méfiant, très prudent sur les marchés actions. Est-ce que c'est le moment d'acheter du BX4? C'est-à-dire un tracker bear en fait qui permet de se protéger on peut acheter du BX4. Moi j'ai regardé les résultats d'LVMH ce matin. Franchement, ils sont très bons. Ah, donc il y a encore du potentiel sur certains secteurs. Ils sont très très bons. Franchement, marge d'opérationnel à 18,7%, croissance organique de 6%, le monde entier va bien, sauf que Bernard Arnault dit attention, grande prudence sur 2017, ouais. Il parle même de risque sur les marchés obligataires et il parle un peu de risque aussi sur les marchés actions. Et quand vous voyez la performance d'LVMH sur un an, le titre a pris 32%. Et j'ai regardé le PE, on est sur un PER de 22. Alors c'est sûr que c'est très très bon LVMH. Le problème c'est est-ce que vous avez envie d'acheter du LVMH? Moi je suis plutôt short de ce genre de valeur. Donc on a plein de cas de figure. La semaine dernière, on a eu Casino et Carrefour. Là aussi des bonnes publications. Les titres n'ont pas fortement progressé parce que les investisseurs se disent on est quand même au bout. Donc maintenant on est dans une logique, il faut vraiment que les résultats soient exceptionnels pour qu'il y ait une forte hausse en bourse. Sinon, on risque d'avoir, vous réveillez un matin, vous regardez les résultats, vous dites ah c'est extraordinaire LVMH, ça va faire plus 10. Et qu'est-ce qui se passe sur LVMH à l'heure où on parle? Ça doit gagner 1%. Ouais. Donc attention, moi je trouve qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont survalorisés, il y a beaucoup de dossiers qui sont assez difficiles à traiter, et puis il y a beaucoup de dégagements. Regardez ce matin dans les biotech Adocia, qui est une biotech dont tout le monde parlait, Eli Lilly, qui est un groupe américain, a dit qu'il ne poursuivait plus sa collaboration dans l'insuline, eh bien l'action perd 35% ce matin, ouais. L'action Adocia. Donc attention, parce que j'ai le sentiment que les actions sont tellement survalorisées qu'à la moindre petite déception, c'est moins 10, moins 15 très vite. D'accord. Et alors, Philippe, alors l'argument inverse, c'est de dire, regardez les primes payées par Safran pour acheter Zodiac, Johnson & Johnson, sur Actelion. Oui, mais enfin, juste, je te rejoins. Safran Zodiac, c'était pour... non, mais il y a une vraie logique industrielle. Il y a une vraie logique industrielle qui fait que... Et Luxottica, ici, là, on est d'accord, il y a une vraie logique. Actelion, c'est une vraie pépite dans les biotech. Hein. C'est une vraie pépite. C'est la biotech qui a réussi. C'est vraiment la biotech qui a réussi. Est-ce que ça vaut 30 milliards? Après, c'est un problème de valo sur les biotech. Est-ce que ça vaut 25 ou 30 milliards? Johnson & Johnson n'avait pas le choix parce qu'ils avaient besoin d'étendre leur pipeline. Ils avaient besoin de la pipeline, voilà. Exactement. Oui, parce qu'ils avaient Sanofi en face qui était prêt à mettre aussi 30 milliards. Bon. Mais j'en finis avec mon raisonnement, c'est-à-dire que là, on a vu se multiplier les opérations. Là, on entend également parler d'un rapprochement entre Verizon et Chartercom. Et une fois que le deal il est fait et qu'il est annoncé, on s'aperçoit que là, il n'y a plus, il n'y a pas les synergies. Non, il y a les synergies, mais derrière le prix est presque, n'incite plus et incite plutôt à vendre, parce qu'on se dit là, voilà, on a anticipé ce genre de deal, il est arrivé, on est au maximum de la valo. Vous savez, moi, chez Agora, à quel point j'étais favorable à l'achat de Safran dès 2009-2010, c'était vraiment une de mes valeurs fétiches, et là, je recommande de prendre des bénéfices, parce que je pense que là, on est arrivé au bout. Et je ne sais pas si on peut justifier aujourd'hui d'accroître encore les multiples, sauf à anticiper des flux qui, et je suis d'accord avec Eric, si la BCE est obligée de changer son fusil d'épaule, les flux ne seront plus là pour pousser les valos vers de nouveaux sommets. De toute façon, je conclue, j'ai 45 secondes pour conclure, parce que je veux conclure après Fifi. Safran, c'est revenu au cours d'avant l'opération sur Zodiac. Oui. Essilor, on se gargarisait il y a 10 jours, c'était 116, 118 euros. Là, on est sur 105 euros. Et puis, comme je disais la semaine dernière, Air Liquide et Airgas, c'était à 120 euros avant l'opération Airgas, ça vaut 105 euros. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu de la destruction de richesse boursière quand il y a de grandes opérations. Il y a des sublimes synergies industrielles, mais elles ne se font pas en 2 jours, elles se font en plusieurs années. Et la casse est pour l'actionnaire. Donc, sur Safran, c'est vrai qu'on peut un petit peu s'interroger. Je sais qu'on en a dans PEA, mais on peut s'interroger en ce moment parce que j'ai le sentiment qu'il y a certains gérants qui commencent à se dire que l'opération ne sera pas aussi relutive qu'on aurait pu l'espérer. C'était mon mot de la fin. Bien, eh bien, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau débat hebdo de la Bourse au quotidien. Bon week-end.